Comment fuir quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est partout? Il se passe quelque chose, c'est sûr, on le sent, on le sait. Pourtant, on ne souffre d'aucune blessure, d'aucune plaie, d'aucune attaque. On n'a rien, rien que la certitude qu'il faut partir, rien que la peur. Mais une fois qu'on s'est échappé, une fois qu'on a fui, en est-on vraiment libéré? Laura, elle, n'a rien vu. Mais quand, comme elle, on a été au mauvais endroit au mauvais moment, ce moment s'éternise, même quand on a quitté l'endroit. Vous écoutez Transfert épisode 214, un témoignage recueilli par Grégory Cureau et Inès Chiari. On décide avec mon copain d'organiser un voyage pour l'été. On choisit la destination de l'Indonésie et on décide d'organiser 3 semaines autour de Bali, Lombok et des petites îles autour de l'archipel. Le jour où on arrive sur Bali, on apprend qu'un séisme vient d'avoir lieu. On se dit que ça va pas perturber nos plans parce qu'on part du principe que la foudre frappe jamais 2 fois au même endroit, qu'il y a quand même peu de chances qu'à quelques jours d'intervalle, il y ait 2 secousses d'affilée, donc voilà. Au début du voyage, donc on explore le sud de Bali, les plages de surf, Uluwatu, des temples. On mange dans des petites cantines de locaux, on découvre la gastronomie, les rizières, le centre aussi, Ubud. Voilà, donc au bout d'une semaine, on se dirige vers le petit village d'Amed. Donc c'est un village de pêcheurs à l'est de Bali, qui est connu pour son volcan, ses plages de sable noir et puis quelques spots de plongée. On y passe 2 jours, on se sent très bien et vient le moment où on envisage de passer de l'autre côté sur Lombok. Mais nos plans sont un peu modifiés parce que la météo est pas du tout favorable, la mer est déchaînée et ça fait quelques jours que les liaisons sont coupées. On est le jour du 5 août 2018. Ce jour-là, donc on profite de la matinée, on fait de la plongée sur une épave, on profite de la plage, on observe, on fait un peu de snorkeling. Et en fin de journée, on avait l'habitude d'aller manger dans des petites cantines de locaux, mais ce jour-là, mon conjoint se sent un peu oppressé et il me demande si on peut reporter le resto et passer plutôt la soirée tranquillement dans notre chambre, dans notre guest house. Et on se dit qu'au final, c'est peut-être pas plus mal, ça va nous permettre d'organiser la suite du voyage et de prendre le temps de poser un peu nos valises. À ce moment-là, il ressent une douleur dans le cou, une gêne. Il se sent un peu bloqué, c'est quelque chose qui lui était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc on est tranquillement allongé sur notre lit dans notre guest house et d'un coup on entend des bruissements de feuilles très forts, du vent violent, des grosses bourrasques, suffisamment fort pour nous inquiéter. C'est la première pensée qui me vient, c'est il y a une tornade. Les bruits s'amplifient et on commence à ressentir d'un coup des secousses, les murs qui tremblent, qui tanguent, un grondement très fort, les luminaires qui se mettent à voler dans tous les sens, les objets qui se déplacent sur la table. Et là, on comprend tout de suite, je me lève et j'ai cette pensée immédiate qui est tremblement de terre. Ce qui me traverse à ce moment-là, c'est la violence de ce qu'on est en train de vivre, le danger que ça représente et le fait que contre la nature, en fait, on peut pas négocier. Il y a cette espèce de toute puissance contre laquelle on peut rien. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit que peut-être qu'on allait mourir. On est très calme, on se sent très vulnérable, mais on crie pas. La seule chose qui nous traverse l'esprit, c'est comment est-ce qu'il faut réagir et qu'est-ce qui est le plus raisonnable et le plus important à faire. Est-ce que il faut se réfugier sous un meuble? Est-ce que le bâtiment risque pas de s'écrouler? Est-ce qu'il vaut mieux aller dehors? On fait le choix de sortir, on s'éloigne de la baie vitrée, on sort dans le jardin. Et à ce moment-là, le sol bouge sous nos pieds, comme si on était sous, en fait. Et on a du mal à trouver notre équilibre. On est presque à 4 pattes, à prendre appui sur les mains. Enfin, c'est vraiment une sensation très particulière. Et toujours ce bruissement de feuillage très fort. On a l'impression que cette secousse, elle dure pendant des minutes et des minutes, alors qu'en réalité, elle a duré une vingtaine de secondes. Mais ça dure une éternité. Quand la secousse se termine, ce qui nous frappe tout de suite, c'est le calme, le silence de la nature. On n'entend plus un oiseau, un grand silence. Sur le coup, on est un peu sidérés. On avait en tête le séisme suivi du tsunami de 2004. C'est tout de suite la pensée que j'ai. On est en train de revivre la même chose. Il se trouve que notre guest house est à quelques mètres de la mer, qu'il fait nuit, qu'on ne peut pas regarder si la mer se retire, si une vague arrive. On est vraiment à l'aveugle, en fait. Et on est perdu, on sait pas bien ce qu'on est censé faire.
Donc là, on va dans la rue et là, c'est l'effervescence. Le calme a vite été remplacé par les cris, par les pleurs. Et les Indonésiens qui commencent à partir avec leurs enfants, les grands-parents, les bébés dans les bras, avec des petits bagages. Les touristes qui ressortent avec leurs grosses valises et une succession de voitures qui commencent, une file indienne de voitures qui commence à prendre la fuite. Et on comprend que en fait, la seule solution, c'est de fuir. Devant toute cette effervescence, on reste toujours très calme. C'est très étonnant, comme si on était en mode robot, en pilotage automatique en fait. Notre cerveau se met en mode survie. Et il faut être efficace, il faut pas perdre de temps. On s'était acheté une carte SIM en arrivant sur Bali, donc ça nous permet d'avoir accès à Internet. Et là, l'info tombe, c'est un magnitude 7, donc c'est énorme, c'est considéré comme un très gros séisme. Et l'alerte tsunami est prononcée. Donc là, on apprend aussi que l'épicentre est à 40 km de nous. Sur la rive d'en face, il y a juste un petit bras de mer qui nous sépare de l'épicentre. Donc on est pile poil dans la trajectoire s'il y a une vague. On retourne dans notre chambre, on rassemble le strict minimum, on prend des bouteilles d'eau, notre carte d'identité, enfin notre passeport, quelques sous, la carte SD de nos photos de vacances au cas où, et on laisse tout, nos bagages, nos affaires, nos vêtements, mon appareil photo réflexe, on laisse tout, on veut pas s'encombrer. On rejoint notre scooter, là on se rend compte qu'on est à sec d'essence. Donc on cherche en vain une pompe dans la rue, tout le monde a fermé, quasiment tout le monde est déjà parti. On trouve une petite échoppe qui est encore ouverte, donc là le monsieur accepte de nous faire le plein. Et au moment où il remplit notre scooter, on ressent encore une grosse secousse, on entend crier « again, again ». J'ai les jambes qui tremblent tellement que je la sens pas cette secousse. Tout ça, ça se passe très vite en réalité, c'est quelques minutes, ça doit faire à peine 10 minutes que la secousse a eu lieu. On décide de tracer, et là il se met à pleuvoir des cordes. Donc on reprend la route avec notre scooter, on savait la route qui montait dans les montagnes. Pendant quelques centaines de mètres, on est obligé de longer le littoral. Donc chaque seconde qui passe, on est persuadé que c'est notre dernière et qu'on va être pris par la vague. On roule et la pluie commence à tomber fort. Dans la fuite, j'ai complètement oublié de prendre un pull, donc je meurs de froid, je grelotte. Et là, d'un coup, je sens l'arrière du scooter qui chasse et il m'explique qu'en fait, on a crevé. On n'a plus de moyens de transport, on est obligé d'abandonner notre scooter sur le bord de la route. On fait du stop et la première voiture qui passe s'arrête tout de suite. Donc c'est des Indonésiens qui nous font monter dans la benne de leur pick-up. On n'arrive pas à échanger parce qu'ils comprennent pas un mot d'anglais, nous on comprend pas leur langue non plus. Donc on utilise un peu la langue universelle, les gestes, les sourires. Et à chaque mètre qui s'éloigne de la côte, la tension descend un petit peu, mais on est encore loin d'être tiré d'affaire. Et on comprend rapidement que, en fait, eux rejoignent leur famille dans une autre ville du littoral, mais qu'en fait, ils n'ont pas du tout pour objectif d'aller dans les hauteurs. Donc, échec, on redescend à la première bifurcation. Et là, devant nous, on voit une dizaine d'Européens, pareil, dans une benne de pick-up. On leur fait un signe, on leur demande si on peut monter, ils nous disent oui. Et là, ça y est, c'est le soulagement. Le 4x4 trace dans la montagne et on check, nous, l'altitude au fur et à mesure. On se rend compte qu'on est à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc voilà, déjà, il y a quand même plus de chances qu'on soit en sécurité. Assez rapidement, donc on comprend que tous les gens qui sont dans cette voiture, c'est des vacanciers qui viennent du même hôtel, et en fait, leur hôte les emmène tous en sécurité. Et au bout de quelques minutes, notre chauffeur s'arrête, il pleut toujours des cordes, donc on s'abrite comme on peut, on est 3 ou 4 sous une serviette de bain. Il y a un peu une ambiance fin du monde et les éléments qui se déchaînent, quoi. Tout ça dans une nuit noire avec des routes pas éclairées. Donc là, on s'arrête sous une petite halle en pierre pour se mettre à l'abri et on ressent à nouveau une réplique. Donc une partie du groupe commence à s'inquiéter parce que le risque, c'est que les bâtiments nous tombent dessus. On fait un vote à main levée. Savoir est-ce qu'on continue de monter ou est-ce que on reste à cet endroit. L'équipe qui veut partir gagne, donc on repart tous ensemble. Notre chauffeur nous propose d'aller se mettre à l'abri chez un de ses amis qui est guide touristique et qui a l'habitude d'encadrer des groupes de touristes. Et il propose qu'on aille se mettre à l'abri chez lui dans les montagnes. Donc on arrive chez Gusti, qui a installé pour nous un bout de moquette sous son porche, qui a sorti des coussins, des couvertures, sa femme qui nous amène des bouteilles, des petits gâteaux. Moi à ce moment-là, je peux absolument rien avaler, j'ai l'estomac noué.
Il y a des Indonésiens qui se sont rassemblés chez Gusti pour regarder la télé sur la terrasse. Et il y a les nouvelles qui tournent en boucle avec le premier décompte des morts qui commence à arriver. Quelques images, mais voilà, comme il fait nuit noire, c'est encore compliqué de connaître l'étendue des dégâts. Et vers 1h du matin, l'alerte tsunami est levée, donc la vague n'arrivera pas. Et le responsable de l'hôtel décide de ramener tous ses hôtes au bord de l'eau à Ahmed. Pour nous, à ce moment-là, c'est inenvisageable. Déjà parce qu'on n'a plus de moyen de transport pour finir le trajet. Et si ça recommençait dans la nuit, on n'aurait plus moyen de s'échapper. Et au-delà de ça, on se sent absolument pas de dormir au bord de l'eau. L'angoisse est beaucoup trop grande et on demande à Gusti s'il serait d'accord pour qu'on reste sous son porche pour finir la nuit. Assez régulièrement, on entend les chiens hurler et quelques secondes après, les répliques arrivent. Pendant toute la nuit, moi, sur mon téléphone, déjà on échange avec nos familles pour les rassurer et surtout leur indiquer où on est exactement. Et la question se pose de est-ce qu'on continue le voyage ? Est-ce qu'on prend un billet pour un autre pays d'Asie ? Est-ce qu'on rentre en France, tout simplement ? Donc il est 5h du matin, il fait pas encore jour. Et en fait, ces enfants se préparent à partir à l'école, comme si de rien n'était. En fait, la vie reprend son cours. Ils nous proposent de nous déposer pour qu'on puisse retrouver nos affaires. On arrive au bord de la mer, après cette longue nuit d'angoisse. Et là, on voit un lever de soleil, mais magnifique comme j'ai jamais vu dans ma vie, je crois. Un lever de soleil rouge, mais flamboyant. Enfin, c'était impressionnant. C'est un moment de sérénité, c'est le premier depuis 12 heures. Et voilà, on se dit que la nature peut être très violente et très dure, mais qu'elle peut aussi être paisible et ressourçante et très belle. Bah voilà, c'était une drôle d'expérience, mais que maintenant c'est derrière nous et finalement peut-être que le voyage peut continuer. On rentre à notre guest house, on échange avec la propriétaire qui nous propose de prendre un petit déjeuner pour nous remettre des émotions. Et au moment où on prend notre petit déjeuner, on entend hurler « again, again » et on ressent, et c'est reparti, une magnitude 5. Donc là, c'en est trop en fait. Et voilà, on décide de rentrer. On demande à un chauffeur de venir nous chercher pour nous amener à l'aéroport qui est à 3 bonnes heures de voiture. Et pendant tout le trajet, on essaye de booker un billet et c'est mission impossible. Enfin, faut débourser 1 000 € pour un aller simple low cost juste pour pouvoir rentrer. Mais voilà, à ce moment-là, ça pourrait être 4 fois le prix. C'est plus une considération matérielle. Là, on est vraiment dans le besoin de se sentir en sécurité. Là, en fait, ce qui nous inquiète, c'est vraiment le côté inouï de la puissance des événements et qui fait que même la population locale est terrorisée, quoi. Sur la dernière heure de route, on longe le littoral. Pendant tout le trajet, j'ai les yeux rivés sur la mer. Je surveille s'il n'y a pas une vague qui arrive. En fait, j'ai peur qu'en voiture, on ne ressente pas s'il y a une nouvelle secousse. Et à chaque fois que le driver reçoit un appel ou un message, on n'a qu'une peur, c'est qu'on nous annonce que ça a recommencé et que ça continue, en fait. Donc le trajet paraît interminable. On arrive à l'aéroport et on attend le dernier moment pour rentrer dedans parce que l'aéroport de Bali, c'est une boîte en verre au-dessus de la mer. Et une fois qu'on est dedans, on est pris au piège. Notre avion a du retard, donc on se dit qu'on n'arrivera jamais à partir, que le cauchemar prendra jamais fin. Et au moment où on décolle, la pression redescend et c'est là où pour la première fois on s'autorise à pleurer. Donc là, on arrive en France. Les premiers jours, on est un peu sidérés encore. On reprend doucement nos marques, nos esprits, prend des petits gestes de la vie quotidienne. Et à un moment, on est sur notre canapé. Et là, on ressent une secousse. Enfin, notre cerveau reconnaît tout de suite le séisme. On avait lancé une lessive et en fait, notre lave-linge en essorant avait fait vibrer le carrelage. Mais c'est dire à quel point c'était ancré comme mécanisme de survie dans nos cerveaux. C'est les seules séquelles qu'on a. C'est ces premières fois que le sol vibre, on est un peu surpris. Et on décide de finir nos vacances dans les gorges du Verdon. Donc pour le coup, c'est des vacances beaucoup plus simples, beaucoup moins exotiques. Sous la tente, on part en camping. Après, ce qu'on a vécu, en comparaison avec ce qu'on vient de vivre, c'est les vacances les plus insouciantes et presque les plus belles de notre vie, dans le sens où on se sent en sécurité, en fait. On ressent de la culpabilité pour les habitants qui sont restés là-bas, qui vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on est en lien avec Gusti toujours, et le chauffeur qui nous a emmenés, avec qui on a beaucoup échangé, et qui nous confie leurs craintes. Et donc il y aura 2 nouvelles grosses secousses. Ça nous conforte qu'on a fait le bon choix de rentrer. Donc les mois passent, la vie reprend son cours. Autant mon conjoint, ça n'a pas changé grand-chose à son quotidien, autant moi j'ai régulièrement des cauchemars.
où je rêve de séismes, de secousses, de fuites, de tsunamis, de manière assez fréquente. Et ça m'est arrivé aussi à l'automne, par exemple, j'étais dans la rue un jour et d'un coup, j'entends une énorme bourrasque et un bruissement de feuilles très fort. Et c'est exactement les mêmes sons avant que le séisme commence. Juste d'entendre ce bruit, j'ai eu l'impression que ça recommençait. Un jour, donc là, on est en février, donc bien après le voyage, je passe la soirée chez des amis, on se fait un petit repas, on boit quelques verres. Et ce jour-là, j'ai du mal à me détendre, je me sens vraiment très oppressée, j'ai une espèce de boule dans la poitrine. Je me mets à voir tout noir, à avoir du mal à respirer, j'ai l'impression de respirer par une paille. J'entends mon cœur qui bat dans mes tympans, j'ai le visage qui se paralyse. Vraiment, je suis terrorisée. Et mes amis donc, captent tout de suite que c'est une crise d'angoisse. Ils m'allongent sur le canapé, ils me mettent de la musique douce, ils essayent de me rassurer autant qu'ils peuvent. Et à ce moment-là, j'ai des images qui me viennent. Je revois les images de Bali, donc j'ai le ventre coupé en deux, j'ai froid, exactement les sensations de la fuite du scooter. Et j'ai l'impression que je ressens toutes les émotions que j'aurais dû vivre pendant la fuite. Enfin, malgré l'adrénaline, on est resté très calme ce jour-là, on était en pilotage automatique, en mode instinct de survie. On s'est jamais autorisé à craquer et à voir la peur, voir la terreur qui correspondait à la gravité de l'événement, quoi. Au moment où je vis cette crise d'angoisse, en fait, j'ai vraiment les images qui se superposent, enfin, comme si j'étais en train de revivre le film de ce qui s'était passé. Des séquelles de stress liées au séisme. Et le lendemain, j'arrive pas à sortir de mon lit. Je me sens très faible. Je passe un coup de fil à ma psy et vu le côté un peu exceptionnel de la crise, elle me conseille d'aller voir un psychologue qui est spécialisé en EMDR. Le EMDR, c'est une technique de psychothérapie qui permet de résoudre les conséquences d'expériences traumatisantes. Donc c'est une méthode en fait qui fonctionne avec le mouvement des yeux. On revit les scènes traumatisantes en faisant des mouvements oculaires. Le médecin en fait nous guide sur certains mouvements en agitant un objet devant nous, par exemple. À force, donc les souvenirs sont toujours là, mais les émotions liées à ce traumatisme s'amenuisent de séance en séance. C'est-à-dire que la première fois, on va les vivre avec une intensité presque comme si on le revivait à nouveau. Ça peut même se manifester avec des larmes, des pleurs. Pour ma part, j'ai ressenti le froid, cette sensation d'estomac coupé en deux. Donc là, le praticien en fait me demande de donc lui raconter ce qui s'est passé et je revis scène par scène tout le déroulé de la soirée, de la nuit. Et dès la première séance, déjà je me sens beaucoup mieux. J'ai jamais refait de crise d'angoisse suite à cette séance. Et les cauchemars ont cessé. En tout cas, se sont beaucoup espacés. Et en 2-3 séances, c'était fini. Et plus jamais je me suis fait surprendre par un carrelage, un sol qui vibre. Voilà, ça m'arrive d'être dans le métro, Enfin, j'ai plus jamais ressenti ces phénomènes d'instinct de survie sur des choses anecdotiques du quotidien. En fait, ça permet de reprendre un cours de vie normal, quoi. En fait, ça a été un peu un électrochoc sur le fait de vouloir revenir à l'essentiel et d'être aligné, d'être aligné en tout cas avec le sens que j'avais envie de donner à ma vie. Et ce séisme, il est arrivé au moment où on était en transition écologique, on était aux prémices du zéro déchet. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu cet électrochoc, on s'est posé la question, est-ce que ça valait le coup d'aller aussi loin pour être dépaysé et vivre des aventures, alors qui étaient certes exceptionnelles et voilà, des modes de vie qui sont très éloignés des nôtres. On a réussi à trouver du coup du plaisir et de la découverte dans des micro-aventures beaucoup plus proches de chez nous. Enfin voilà, plein de voyages au final qui sont très riches en rencontres, en aventures et sans avoir à traverser le globe. Vivre des choses dépaysantes plus proches de chez soi, ça a été un peu un déclic. Vous venez d'écouter Transfert épisode 214, un témoignage recueilli par Grégory Curaud et Inès Chiari. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Aurélie Rodriguez. Montage et réalisation, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée.
Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.